Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue du coup dans ce webinaire sur les clés pour décrypter les étiquettes. Bonjour, bienvenue aux nouveaux, bienvenue aux habitués. J'espère que vous êtes bien installés. Bonjour, est-ce que tout le monde me voit bien, m'entend bien? Bonjour, bonjour. Je vais directement partager mon écran avec une petite consigne du coup. Comme on va parler d'étiquettes, je vais vous demander si vous avez autour de vous des bouteilles, de les rapprocher de vous pour qu'on puisse avoir des exemples à domicile. Alors, on va partager l'écran. Voilà, donc comme je vous disais, vous pouvez vous munir d'une, deux bouteilles pour avoir un petit peu des exemples chez vous de notre propos. Bonjour, j'espère que tout le monde a au moins une bouteille de vin chez lui. Est-ce le cas? Je fais un dernier petit rappel alors. Le chat, n'hésitez pas à l'utiliser pour nous signaler un problème, dire bonjour, dire au revoir, faire des petites remarques, parler entre vous. Les questions pour nous poser des questions. Alors, on essaye d'y répondre le plus efficacement possible, hein. Si vous jamais ce n'est pas le cas au cours du webinaire, n'hésitez pas à nous renvoyer un mail par la suite. On pourra échanger avec plaisir ensuite. Je vais vous poser des questions dans le sondage. Il y a d'ailleurs déjà une question active. Si vous voulez commencer à y répondre tout de suite, à prendre un petit peu d'avance. Bonjour, bienvenue. Allez, encore une petite minute et on va commencer la présentation. Bonjour à tous. Bon, alors les étiquettes, c'est un sujet très riche. J'espère qu'on évoquera toutes les questions que vous vous posez sur les étiquettes, les labels, les mentions, etc. N'hésitez pas à poser vos questions également sur les étiquettes que vous avez devant vous. Bienvenue. Alors, c'est parti. Donc, comme d'habitude, QV privé, mon adresse mail. N'hésitez pas à la noter si vous avez des questions. Vous pouvez aussi répondre directement à Morgane qui vous envoie à la fin de chaque présentation le support des slides. Donc, une petite question vraiment pour connaître un petit peu vos habitudes pour commencer. Ce que vous regardez en premier sur une étiquette de vin, est-ce le nom du domaine, l'appellation, le prix, donc qui est à côté de l'étiquette, mais qui est un argument comme un autre, la potentielle médaille que ce vin pourrait avoir, ou le cépage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous influence plus qu'autre chose? Je vois pour l'instant qu'on a déjà quelques réponses et qu'on se dirigerait plus vers l'appellation, ce qui est un réflexe très français. Donc ça m'étonne pas beaucoup. Personne ne regarde les médailles. Ça, c'est un petit peu surprenant quand même. Je vous laisse continuer à répondre. On y reviendra par la suite. Pour parler d'étiquette, en fait, finalement, on peut parler aussi de son histoire. Donc, comme on l'a vu précédemment dans d'autres webinaires, auparavant, il n'y avait ni fût ni bouteille, mais il y avait des amphores. Et en fait, les premières étiquettes, même si elles n'étaient pas de papier, c'était les inscriptions qu'on mettait sur les amphores. Donc, avec Martial dans ses épigrammes qui déjà faisait la différence entre les vins de Tarragone, de Campanie, de Toscane. Donc, il y avait vraiment déjà une notion de label, d'appellation, en tout cas de provenance, et une notion de hiérarchie entre les vins. Donc, il fallait bien pouvoir les noter et les reconnaître pour qu'elles apparaissent. Ensuite, l'apparition de l'étiquette, elle est assez proche de l'invention, d'une part, de l'imprimerie, mais aussi de la lithographie, donc la reproduction d'images et d'ornements, qui a eu lieu en Allemagne. Et dès le départ,
ce besoin de reconnaissance des vins et aussi ce besoin finalement publicitaire a fait qu'on l'a utilisé, premièrement en Champagne, puis très vite à Bordeaux, où elles se sont beaucoup développées. Voilà, donc la plupart du temps, c'était des étiquettes très très sobres avec juste le nom du domaine ou le nom du vin. Il n'y avait même pas de millésime la plupart du temps, même pas de date. Voilà, je vous ai mis un petit exemple, cette fois-ci de Châteauneuf-du-Pape, qui est, vous voyez, une étiquette très simple. Les étiquettes, au fur et à mesure, se sont à la fois développées dans leur travail, leur design, mais aussi dans les textes qu'on y a mis, puisque petit à petit, les choses se sont un petit peu organisées et d'un point de vue étatique, on a commencé à contrôler tout ça. Donc, par exemple, vous voyez des étiquettes bordelaises avec notamment sur votre droite le château d'Yquem. On voit que en 1900, dans les années 60, on avait déjà l'appellation, la mention d'appellation contrôlée, la mention de mise en bouteille au château. Donc, tout ça va assez vite. En 1902, sur votre gauche, vous voyez aussi qu'on met déjà des notions de région, voilà, des notions de millésime. Donc, tout se développe et se met en place. Et on arrive à vraiment un outil marketing et des choses très jolies et très travaillées, petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Donc là, c'est deux exemples intéressants parce que finalement, on voit que chaque région, chaque style de vin, petit à petit se construit sa propre identité au niveau des étiquettes. Donc, vous avez Moët & Chandon avec son fameux brut impérial dans les années 80, avec du doré, du noir, des choses assez présentes. Et vous avez les grands classiques bordelais qui finalement n'ont pas tellement changé, avec eh bien, la gravure du château, le nom du château en grand. Tout ça, ce sont des codes qu'on va retrouver par la suite, bien sûr. L'étiquette, elle s'est aussi assez vite transformée en moyen de communication plus général et en œuvre d'art, avec des étiquettes d'artistes réalisées. Donc, on a l'étiquette Pied de Mondrian que vous avez à votre gauche. Et on a un très célèbre exemple aussi dans le vin, qui est le château Mouzon-Rothschild, qui a demandé tous les ans depuis les années 30 à un artiste différent d'illustrer son étiquette. Donc, je vous ai mis un des exemples les plus connus, mais je vous invite à aller voir sur Internet le site du château Mouton-Rothschild où vous avez toutes les étiquettes réalisées. Celle-ci, c'est Andy Warhol pour le millésime 1975. Je fais une petite pause du coup pour voir ce que vous nous avez répondu sur ma question de ce qu'on regarde en premier sur l'étiquette du vin. Donc ça c'est un petit peu, je dirais, équilibré. Mais donc l'appellation reste pour vous le plus important. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est un réflexe assez français. Le nom du domaine, le cépage et ensuite on a quand même le prix et la médaille pour certains. D'accord, bah, c'est très intéressant de voir que vous avez ces réflexes-là. On continue du coup. Une étiquette, on l'a vu, c'est un ornement, mais c'est aussi un objet essentiel et avec beaucoup de mentions obligatoires pour le vin. Donc, je vous les ai mis un petit peu pêle-mêle ici. Il y en a beaucoup, on va les voir ensemble. Il y a des informations sur le producteur et les lieux de production qui sont très importantes pour la traçabilité du vin. Il y a des informations sur le nom de l'embouteilleur, le pays d'origine, des numéros de lot. Tout ça, vraiment, c'est un grand groupe sur la traçabilité de la production. Il y a beaucoup d'informations aussi sur le contenu de la bouteille, avec tout simplement déjà une catégorie de produits. Il existe par exemple vin mousseux, vin effervescent. Tout ça, on va pouvoir l'avoir sur l'étiquette. Il existe aussi, bien sûr, le volume d'alcool contenu dans la bouteille, donc on va détailler aussi plus tard. Il y a aussi deux choses obligatoires aujourd'hui sur les étiquettes de vin, qui sont la mention contient des sulfites, quand on a un taux de sulfite supérieur à 10 mg par litre, qui est un taux assez bas, donc vous allez le voir sur beaucoup de bouteilles de vin, et la présence de dérivés de lait et d'œufs, qui sont bien sûr de grands allergènes. L'étiquette que vous avez sur votre droite, c'est dans le langage technique une étiquette, mais c'est pour le langage marketing et de la consommation une contre-étiquette. Donc là, c'est
une des premières choses qu'il faut préciser, la plupart du temps aujourd'hui, les vins vont avoir une étiquette principale qui est un ornement et plutôt un objet marketing et une contre-étiquette sur laquelle on va mettre toutes les mentions obligatoires. La plupart du temps, quand on parle de technique et dans les domaines, on va appeler la contre-étiquette l'étiquette parce que dans les textes de loi, ça, c'est l'étiquette. Il y a aussi bien sûr la contenance de la bouteille et il y a pour en tout cas les vins effervescents, ce qui est obligatoire, la mention relative à la teneur en sucre. Donc, je vous ai mis le brut de Veuve Clicquot, mais ça peut être aussi sec, extra brut, doux, etc. Et bien sûr, il y a le message sanitaire pour les femmes enceintes, qui depuis quelques années peut être juste le logo car il se suffit à lui-même. Et c'est assez intéressant parce que ce logo, il est obligatoire en France. Il vise bien sûr à décourager la consommation d'alcool pendant la grossesse. Et il doit être obligatoirement dans le même champ de vision, donc à côté du pourcentage en volume d'alcool. Donc vraiment pour bien associer ce problème de la grossesse et de l'alcool en un seul regard. Et ce logo, en fait, il est très controversé. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Il est interdit dans beaucoup de pays, notamment les États-Unis, ce qui est quand même un gros problème pour l'exportation, parce qu'il est considéré comme indécent et discriminatoire. Donc aux États-Unis, c'est pas très surprenant parce qu'on a très peu de représentation, ne serait-ce de représentation de quelqu'un simplement en train de boire de l'alcool. Dans beaucoup d'États américains, c'est interdit de le montrer à la télévision ou des choses comme ça. Mais alors, une femme enceinte représentée et qui boit de l'alcool, c'est quelque chose de complètement inconcevable, même si ça fait 5 mm de hauteur aux États-Unis. Voilà, donc c'est assez intéressant. Il faut savoir que tous les producteurs français doivent changer leurs étiquettes pour leurs exportations américaines. Voilà, donc ça, c'était vraiment les mentions légales dont on a l'habitude. On les voit toujours, mais on n'y fait plus tellement attention, en fait, je pense. Alors, on a une question qui nous dit, de ce fait, comment s'appelle l'étiquette à l'avant de la bouteille? Ben, elle s'appelle l'étiquette également. Elle n'a pas de nom spécifique, mais il y a même des bouteilles qui voyagent avec seulement la contre-étiquette et qui vont être ensuite, notamment entre des négociants et des producteurs, réétiquetées avec une marque, un label, etc. Mais la vraie étiquette, c'est la contre. Alors ensuite, on va revenir un petit peu plus généralement sur les étiquettes classiques. Donc, je reviens cette fois-ci à l'avant de la bouteille et ce que vous voyez quand vous choisissez un vin. Donc, il y a vraiment les grands classiques que j'ai notés. Donc, la région, ici Grand Vin de Bordeaux, le nom du domaine, qui est ici un château, l'appellation, Pessac-Léognan, et le millésime. Si on détaille un petit peu, on a plusieurs types d'appellations en France. On a déjà les vins qui n'ont pas d'appellation d'origine géographique. Anciennement, on les appelait les vins de table. Ils sont simplement vins de France, en fait, parce que leur seul vraiment critère est d'être récoltés et transformés sur le territoire national. Il n'y a pas d'indication géographique plus précise. Je reviens, pardon. La plupart du temps, ces vins-là, vous allez les reconnaître et ils vont porter en tout cas en très gros, comme c'est le cas ici, le nom du cépage, parce que c'est comme ça qu'on va connaître le type de vin, le style de vin que c'est. Parce qu'un vin de France, ça peut être n'importe quel style, mais le cépage va pouvoir vous donner un indice. Donc c'est comme ça que le producteur vous donne l'indice du style du vin à l'intérieur de la bouteille. Ensuite, il y a bien sûr les indications géographiques protégées, les IGP, qui sont au nombre de 74 en France, avec une aire géographique plus vaste, accompagnée d'un cahier des charges moins strict que l'appellation AOC, qu'on verra ensuite. Bien sûr, il y en a de très connus, de très vastes, avec de très bons vins. Il y a notamment tout le Pays d'Oc, tout le Val-de-Loire, etc. Donc ça, c'est déjà une appellation, c'est une IGP. Et ensuite, il y a les AOC, les appellations d'origine contrôlée, qui sont au nombre de 319 en France, avec une aire géographique bien plus limitée et qui s'accompagne d'un cahier des charges plus strict. Le cahier des charges, ça peut être vraiment
beaucoup de choses. Certaines appellations vont contrôler énormément de choses. On l'a vu par exemple dans le champagne la semaine dernière pour ceux qui étaient là. Mais ça peut être des cépages autorisés, ça peut être un temps d'élevage minimum, ça peut être un degré d'alcool minimum ou maximum. Les deux sont assez courants, etc., etc. Donc, bien sûr, là, on vous a mis un exemple d'étiquette. Donc, c'est le Sancerre du domaine Michel Gérard et Fils qu'on connaît très bien. Et c'est obligatoire, quand vous donnez la mention de l'appellation du vin, d'avoir à côté de cette appellation Sancerre contrôlé. Donc, il faut savoir que juste la mention Sancerre ne va pas suffire. Il faut préciser au consommateur que ce Sancerre, c'est l'appellation d'origine contrôlée de ce vin. Ensuite, on a le millésime. Alors, le millésime, on a l'impression que c'est juste une date et que c'est très simple à comprendre, mais il y a beaucoup plus de choses derrière que simplement ces 4 chiffres. Déjà, il faut savoir que c'est l'année de récolte. Et donc, il ne va pas du tout dépendre du temps d'élevage d'un vin. Donc, je vais pouvoir trouver sur le marché des millésimes 2019, de la récolte dernière, comme des vins qui viennent d'entrer sur le marché, alors que ce sont des millésimes 2015, par exemple, ou même plus vieux. Donc, c'est soit un critère de l'appellation d'origine qui oblige un vieillissement plus long, soit juste la volonté du producteur qui va faire rentrer sur le marché, commercialiser, un millésime plus ancien. Voilà, donc c'est vraiment l'année de récolte, c'est ce qu'il faut retenir. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas forcément 100% de l'année de récolte. Légalement, il faut que 85% des raisins soient issus de cette dite année. Bon, dans les faits, la plupart des vins que vous allez voir vont exiger du 100%, parce que c'est le cas de quasiment toutes les AOC, qui sont de manière générale plus strictes que le cahier des charges national imposé par l'État. La mention du millésime sur une bouteille de vin, elle est obligatoire, sauf bien sûr si ce vin est un assemblage de plusieurs millésimes différents, donc de plusieurs années de récolte. C'est le cas pour beaucoup de vins effervescents, la grande majorité des champagnes par exemple, les vins doux naturels, par exemple les Banyuls, les vins de liqueur comme le Pinot des Charentes. On pourrait aussi citer certains vins mutés, par exemple le Porto, qui assez fréquemment ne portent pas de millésime parce que ce sont des assemblages de millésimes différents. Pourquoi le millésime il est si important? Alors, la première chose, c'est parce qu'il va vous donner une indication sur l'âge du vin et son vieillissement potentiel, est-ce qu'il est bon à boire, prêt à boire, etc. La deuxième chose, c'est que le millésime a, pour un grand nombre de vins, une importance sur le marché et sur le prix du marché de cette bouteille. Donc, je vous ai fait une petite capture d'écran du site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Cavissima. Et j'ai choisi le Château Aubryon 2014. Donc, c'est un vin très cher et c'est un vin bordelais, un premier grand cru classé. C'est certainement là que les différences de prix vont se faire le plus sentir. Et bien sur ce site, vous allez pouvoir trouver des conseils avec les millésimes et leur niveau de prix classique, en tout cas de prix conseillé. Donc, vous voyez sur ce petit graphique, je vais vous l'expliquer parce que je sais que c'est assez petit. La première barre, c'est l'année 2012, qui est un prix moyen. La deuxième barre, c'est l'année 2013, voilà, avec un prix à la bouteille qui est plutôt autour des 250 € conseillés et qui est la barre la plus basse du graphique. Alors que tout en haut, vous allez pouvoir trouver les millésimes 2015 et 2016 qui sont connus pour être de bons millésimes bordelais. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet millésime. C'est à la fois un effet business sur le marché des grands vins, c'est aussi et réellement un effet dans le verre, puisque le climat de l'année et notamment les quelques jours juste avant les vendanges, ce qui va se passer pendant l'été, va vraiment faire un effet millésime. Si vous voulez, vous, pouvoir regarder la météo quelque part et essayer de deviner, en fait, un bon millésime, la plupart du temps, c'est un millésime équilibré. Il y a beaucoup de personnes qui ont pensé, par exemple, qu'en 2003, avec cette année caniculaire record, on aurait des vins extraordinaires, très riches, etc. En fait, non, 2003, c'est pas une très bonne année, en tout cas de façon générale. Il faut faire attention aux généralités, bien sûr.
parce que finalement, il y avait trop de sécheresse, les vins ont séché directement sur les pieds, n'avaient plus beaucoup de jus, etc. Donc, on n'a pas pu faire les vins splendides qu'on pensait faire au printemps. Voilà. Encore une petite précision sur cet effet millésime. Pour connaître du coup un vin ou un domaine en profondeur, il faut réaliser ce qu'on appelle une dégustation verticale. Donc verticale parce que c'est une dégustation de plusieurs millésimes et c'est là que vous allez pouvoir comprendre un vin plus en profondeur puisque l'effet millésime parfois peut jouer beaucoup. Alors, je m'arrête pour regarder un petit peu vos différentes questions. Alors, on a Baptiste qui nous demande si les assemblages de millésimes s'étalent sur 2-3 années ou si on peut retrouver des périodes plus larges. Eh bien, en fait, on peut trouver des périodes très larges. La plupart du temps, on va en moyenne entre 3 et 5 ans, mais on a beaucoup de cuvées qui sont souvent les cuvées prestige des domaines qui vont avoir plus de 20 années de production. Et il y a énormément de domaines, c'est d'ailleurs un peu une mode en ce moment, qui vont par exemple en Champagne proposer toutes les années depuis l'arrivée du vigneron ou toutes les années depuis la naissance de quelqu'un. Il y a beaucoup de domaines qui proposent notamment toutes les années depuis l'année 2000. Voilà, qui est assez classique finalement, des cuvées du millénaire, etc. Il y en a beaucoup. Il y a Olivier qui nous demande, qui nous précise que le terme AOC a été remplacé par le terme AOP. C'est tout à fait vrai. C'est pour une question européenne parce que protégé a été le terme choisi à l'échelle européenne pour pouvoir désigner les AOC. Vous avez tout à fait raison. Moi, j'ai une très mauvaise habitude. Je n'arrive pas à m'y faire. Voilà. Alors, ensuite, donc on a parlé de cet effet millésime. Sur les étiquettes, vous allez aussi pouvoir trouver beaucoup d'informations sur les types de producteurs. Et j'imagine que ça va être parmi les choses qui vont vous intéresser quand vous devez choisir des bouteilles. Alors, des grandes directives. Les termes de domaine et de mât sont réservés aux vins qui sont en IGP et en AOC. Le terme de château, de clos et de cru, c'est réservé sur une étiquette à des vins AOC. Donc ça, c'est assez intéressant. On a défini en fait que château, il y avait une idée qualitative et une idée d'origine géographique. Donc c'était forcément une appellation d'origine protégée. Le terme de château, c'est assez intéressant. Il a été utilisé pour la première fois à Bordeaux. Ça nous paraît à peu près logique, dans les années 20. Et en fait, il est vraiment réglementé. Il requiert une autonomie culturelle, c'est-à-dire que le vignoble, les bâtiments et le matériel soient sur l'exploitation géographiquement. Je vous ai mis en photo le château Latour à Pauillac parce qu'en fait, c'est un château qui détient un record, qui est le record de procès commencés contre une utilisation usurpatrice de son nom, de château, de la tour, etc. Donc, c'est lui qui détient tous les records, certainement dû à son grand prestige, mais aussi à son nom qui est très reconnaissable dans les esprits et notamment pour les étrangers. Ensuite, vous avez la notion de mise en bouteille à la propriété qui est assez intéressante. Elle est complètement équivalente à la mise en bouteille au château ou à la mise en bouteille au domaine. Elle peut être utilisée par les coopératives, les négociants qui rachètent les vins. Tant que la mise en bouteille est réalisée sur place, on a le droit. Vous allez aussi trouver, donc ça c'est un petit quelque chose d'un peu malin, on va aussi trouver la mise en bouteille dans la zone de production. Donc là, c'est par exemple un négociant bordelais qui va acheter du vin en vrac, mais il va faire attention à le mettre en bouteille dans la zone bordelaise et qui va du coup pouvoir utiliser cette mention. Donc il y a quand même une différence assez prononcée entre les deux. Ce qu'il faut savoir par rapport à la mise en bouteille, c'est que moins de 20% des vignerons mettent eux-mêmes leur vin en bouteille. Et quand ce n'est pas le cas, donc quand ce n'est pas directement le domaine qui le fait, le nom de l'embouteilleur est obligatoire sur l'étiquette. Toujours sur les types de producteurs, en fait, il faut connaître les grands types pour les reconnaître ensuite sur l'étiquette. Vous allez avoir, en premier lieu, et les plus nombreux assez largement, les négociants. Donc, eux, ils sélectionnent, assemblent, achètent et vendent les vins. Il existe beaucoup de types de négociants différents. Vous allez avoir des négociants qui sont aussi des vignerons, donc qui possèdent des vignes et qui vont faire des vins et qui ont une petite activité de négoce à côté.
Vous allez avoir de gros négociants qui vont acheter du vin en vrac, faire l'embouteillage eux-mêmes. Vous allez avoir aussi des négociants qui vont acheter du produit fini et juste utiliser leur marque pour les revendre ensuite. Voilà, les négociants, par exemple, je vous ai mis Mouton Cadet, qui est un grand négociant bordelais. Et vous remarquerez que, contrairement à plein de confrères bordelais très connus, il n'y a pas l'appellation château dans Mouton Cadet. Les coopératives, ce sont des groupements de vignerons. Donc, les adhérents effectuent en commun souvent la vinification, le stockage, le vieillissement, parfois même la vente, mais ce n'est pas obligatoire. Donc, parfois, les adhérents récupèrent les bouteilles, vont y apposer leur propre marque et les revendre par la suite. Je vous ai mis le nom d'une coopérative que vous connaissez certainement, qui est un champagne, le champagne Nicolas Feuillade, qui est une des plus grandes coopératives champenoises et qui, en fait, est une réelle marque prestigieuse. C'est pour vous montrer que les coopératives ne sont pas forcément le petit vin de village que vous allez retrouver sur la route des vacances ou je ne sais quel imaginaire vous pouvez lui donner. Mais parfois, on a vraiment des marques prestigieuses, des marques historiques et des choses très installées qui sont des coopératives et qui fonctionnent très, très bien. Et enfin, dernière possibilité, les vignerons indépendants. Donc, eux mettent en bouteille un vin élaboré avec leur propre raisin. Donc, c'est pour ça qu'on a, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, moi j'ai vu dans le métro cette affiche, vigneron de A à Z, ça veut dire qu'en fait, ils font tout dans la bouteille. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les reconnaît souvent grâce à ce logo que vous avez là sur l'image. Si le logo n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vigneron qui fait tout lui-même, qu'on appelle aussi un propriétaire récoltant ou un récoltant manipulant. Ce logo-là, il faut adhérer et payer une cotisation pour pouvoir l'utiliser. Donc, vous avez énormément de vignerons qui ne vont pas payer la cotisation et participer à cet effort commun. Ça ne veut pas du tout dire que leur vin est moins bon ou qu'ils ne respecteraient pas ce principe de mettre en bouteille un vin qui est élaboré seulement avec les raisins qu'ils ont exploités. En Champagne, vous allez avoir des termes particuliers pour ces trois possibilités. Par exemple, vous allez retrouver NM sur une étiquette champenoise, donc souvent sur ce qu'on appellerait nous la contre-étiquette, parce que généralement, c'est pas quelque chose qu'on affiche comme ça. Si vous voyez NM, ça veut dire négociant manipulant. Si vous voyez CM, ça veut dire coopérative manipulante. Et si vous voyez RM, ça veut dire récoltant manipulant, qui est le champenois pour vigneron indépendant. Je vous ai mis les trois plus importants. Après, il y a plein d'autres petites possibilités. Mais déjà, je pense qu'il y a une grande possibilité pour que vos bouteilles de champagne dans votre cave portent une de ces mentions-là. Alors, je vais faire un petit stop question. Hop. Alors, on a Ophélie qui nous dit que sur la bouteille, il n'est pas précisé vigneron indépendant, mais sur le papier du bouchon, il est écrit récoltant. Alors, récoltant, c'est un mot qui n'est pas forcément défini par la loi. On peut présager quand même que ce qu'on entend par là, ça veut dire que c'est un vigneron qui va récolter ses propres raisins et faire le travail d'un vigneron indépendant. Encore une fois, on ne peut pas utiliser vigneron indépendant quand on n'est pas adhérent à cette association. Donc, ça crée toujours un petit problème, cet effet-là, parce que c'est une association qui a pris tellement de place qu'on ne connaît que ce terme-là pour dire vigneron indépendant ou propriétaire récoltant. Alors, il y a Olivier qui nous parle des pastilles au-dessus du bouchon. Oui, alors avec grand plaisir. Donc, ces pastilles, ce sont des capsules qu'on appelle des CRD, des capsules représentatives de droit, que vous allez trouver sur tous les alcools français, en fait. Et ils ont des couleurs différentes en fonction des types de vins. Donc, vous allez trouver la pastille rouge, par exemple, sur la plupart de vos bouteilles. En Champagne, il va y avoir une couleur différente, c'est vert, etc., etc. Il existe du orange. Alors, je ne connais plus les couleurs par cœur, mais pour les vins doux naturels, vous avez une couleur. Pour les effervescents, vous avez une couleur. Pour les vins tranquilles également, etc. Et en fait, c'est vraiment un petit objet douanier
puisque c'est comme ça, en achetant ces capsules-là, que le vigneron achète le droit de production du vin. Donc, c'est tout simplement la façon que l'État a trouvé pour que le vigneron paye sa taxe. Voilà. Alors, on continue du coup. On avait ensuite, dans les mentions vraiment indispensables de la bouteille et qu'on regarde tous quand on en consomme une, le degré d'alcool. Alors, le degré d'alcool, c'est le rapport entre le volume d'alcool et le volume de liquide contenu dans la bouteille. C'est pour ça que c'est en pourcentage. Et c'est le rapport à 20 degrés, puisque les chimistes parmi vous sauront que c'est comme ça qu'on le calcule. Ce qui est bon à savoir à ce propos, c'est que le degré d'alcool, il est très souvent arrondi à la baisse. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous allez rarement trouver du 13,2 ou du 13,3. Et la plupart du temps, on l'arrondit à la baisse. Cependant, il est devenu de plus en plus important pour les taxes, notamment à l'exportation, parce que les différents États étrangers ont créé des catégories de vins qu'on allait plus ou moins taxer. Et dernièrement, les États-Unis ont créé une catégorie qui sont les vins tranquilles de moins de 14 degrés. Donc, ils sont une grande partie des vins français, hein, il faut se le dire. Et ceux-là ont pris une taxe supplémentaire. Donc, on se demande si on ne va pas commencer à avoir une tendance plutôt à arrondir à la hausse pour ne pas subir cette taxe. Donc, je pense que les vins qui titreraient à 13,8, par exemple, vont très vite passer à 14 dans les années prochaines. Ce qu'il faut aussi se dire, je pense que vous le savez, mais un vin avec un pourcentage élevé ne va pas toujours présager des sensations très alcooleuses que vous aurez en bouche. Le vin, en fait, la sensation d'alcool, elle dépend énormément de son équilibre. Vous allez pouvoir avoir un vin où vous allez voir 12 sur l'étiquette, mais s'il n'est pas équilibré, si le fruit et l'acidité ne sont pas là pour équilibrer le tout, vous allez potentiellement avoir une grosse sensation d'alcool en bouche, alors que, j'espère que ça vous est déjà arrivé, vous allez trouver des vins à 15%, mais avec beaucoup de fruits, beaucoup de richesses qui vont vous paraître tout à fait agréables. Donc, ne vous fiez pas qu'à ça, ça peut vraiment être un mauvais ami. Alors, une petite question sur le millésime. Voilà, je vous laisse répondre. Donc, le millésime, est-ce que c'est l'année de mise en bouteille? Est-ce qu'il doit être présent sur toutes les étiquettes de vin? Est-ce que c'est l'année de récolte? Donc, c'est trop facile. La prochaine fois, je ferai plus difficile. Alors, j'en profite pour regarder un petit peu vos questions. Alors, les étiquettes sont toutes forme carrée ou rectangulaire, est-ce une obligation? Alors, pas du tout. Les étiquettes peuvent avoir la forme souhaitée. C'est juste une question de praticité parce que c'est beaucoup plus facile à habiller une bouteille avec une étiquette rectangulaire. On va voir après dans la présentation que la forme de l'étiquette, elle est plutôt traditionnelle par région en France. Et vous allez justement avoir des régions qui ont traditionnellement des étiquettes un peu différentes. Et on a aussi, alors, question sur le chat. Ah non, c'est les réponses. Oui, c'était trop facile. Allez, on passe à la prochaine. C'est effectivement l'année de récolte. Et je vois que vous n'avez pas non plus coché doit être présent sur toutes les étiquettes de vin. C'était un piège. Bon, il est raté. Parce que, en fait, le champagne est un vin, les vins doux le sont aussi. Et ils n'ont pas cette obligation puisqu'ils sont des assemblages. Donc, l'année de récolte. Ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'en fait, l'étiquette, elle est un peu répartie partout sur la bouteille. Il faudrait peut-être parler dans son ensemble de l'habillage. Parce qu'en fait, il y a la coiffe. On l'a vu, la coiffe peut par exemple avoir le logo des vignerons indépendants ou autre logo d'ailleurs. La collerette peut être un élément important. Par exemple, sur la bouteille, on ne voit pas très bien, mais que je vous ai mise, le millésime n'apparaît que sur la collerette. Donc vraiment, ça fait partie intégrante de l'étiquette. La contre-étiquette et l'étiquette. Donc, quand on parle des mentions obligatoires, en fait, on pense à toutes les possibilités d'habillage de la bouteille. Il n'y a pas un endroit spécifique.
Alors, un autre élément, un autre grand thème dans les étiquettes, ce sont les labels, parce que finalement, c'est sur les étiquettes qu'on les trouve et c'est en les voyant qu'on se pose des questions. Si on les connaît pas bien, il est vraiment très difficile de les décrypter. Donc, j'ai choisi trois grandes directions qui sont en fait les modes de production, donc biologique, biodynamique et raisonné, qui ont chacun leur label. Donc, si on commence par le bio. Donc, comme tous les produits que vous allez trouver, les produits issus de l'agriculture, vous avez le label européen qui est l'Eurofeuille et le label AB qui est l'agriculture biologique, qui est un label français. Bien sûr, donc on respecte le cahier des charges biologique avec pas d'utilisation de produits de synthèse dans cette viticulture-là. Les vignes ne doivent pas avoir subi de traitement chimique dans les 3 dernières années. Donc, il y a vraiment une durée de 3 ans de conversion pour les domaines en bio. C'est quand même assez important à préciser parce que c'est un chemin qui est long. Quand on commence les efforts 1 année, 2 années, on ne peut pas récolter les fruits de ces efforts commercialement parce que le label n'est toujours pas apposable sur la bouteille, mais que dans les vignes, les efforts supplémentaires y sont déjà, c'est parfois un petit peu compliqué pour les vignerons. Deuxième possibilité, la biodynamie. Elle est inspirée de la pensée du philosophe Rudolf Steiner, qui est le père de la biodynamie. Donc là, les raisins vont être cultivés avec le cahier des charges bio, mais avec en plus une notion de rythme des saisons et du calendrier lunaire. Donc par exemple, les viticulteurs biodynamistes vont attendre certains jours, vont privilégier certains jours pour la dégustation de leur vin, vont privilégier certains jours pour les travaux de la vigne, puisque ce seront des jours spéciaux dans le calendrier qui sont plutôt positifs pour de telles tâches. Donc voilà, on répartit un peu le calendrier, pas seulement en fonction de la tâche quotidienne, mais aussi de la position de la vigne. Le sol est traité selon des pratiques de compostage et de fertilisation. En effet, en fait, en biodynamie, on a un certain nombre de tisanes, de solutions, etc. À mettre dans les vignes. La plus connue, elle est issue de bouses de vaches que l'on met dans des cornes et que l'on enterre et qui ensuite vont être pulvérisées dans les vignes pour justement fertiliser et dynamiser les sols. Donc voilà, c'est un exemple parmi d'autres de pratiques biodynamiques. Et donc, par rapport à nos étiquettes, hein, c'est du coup sur les bouteilles qu'on va les retrouver. Donc, vous avez le label Déméter, qui est le label biodynamique de certification internationale. Il est présent dans 60 pays. Et vous avez un label français également, qui est spécifique à la viticulture, alors que Déméter, c'est l'ensemble de l'agriculture, et qui est un regroupement spontané de viticulteurs français qui voulaient leur propre label. Donc, vous allez pouvoir trouver les deux sur les étiquettes. Ensuite, vous avez la viticulture raisonnée, qui est bien sûr un mouvement à part entière. Donc l'agriculture raisonnée, si on essaye de la définir, certainement un peu plus difficile que les deux premières, elle vise à privilégier les solutions les plus respectueuses pour l'environnement et pour l'homme. En fait, c'est l'usage raisonné de tous les intrants. Donc les intrants, c'est ce qu'on va amener dans nos produits, que ce soit sur les sols, dans les vignes et même dans les cuves. Donc, on se raisonne sur l'utilisation des intrants, qu'ils soient chimiques et organiques. Par exemple, en agriculture raisonnée, vous allez avoir des doses maximum d'intrants, même si ce sont des intrants naturels, pour ne pas déstabiliser un environnement, une biodiversité. Voilà, donc la grande différence, bien sûr, avec les deux premières, c'est qu'elles laissent la place en cas de force majeure à l'intervention d'un produit chimique, si les récoltes sont menacées, etc. S'il y a une grosse maladie dans les vignes, les raisonnés ne vont pas s'interdire la chimie. Donc, deux grands labels pour cette viticulture raisonnée. Terra Vitis, qui existe depuis assez longtemps, qui concerne les vignerons de beaucoup de régions et qui, contrairement peut-être aux autres labels, a une démarche un peu plus globale, donc à la fois écologique, sociale et économique, avec des notions de salariat, de bien-être des équipes, etc. Donc assez important.
et le label HVE, qui est certainement le label qui monte le plus, ou en tout cas qui a de plus en plus d'adeptes en ce moment, qui est le label haute valeur environnementale, qui a été créé à l'issue du Grenelle de l'environnement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 3 niveaux, donc ça permet aussi de valider des efforts plus ou moins importants dans les exploitations. Et il repose, si on doit le différencier un petit peu des autres, il y a beaucoup de notions de biodiversité avec garder les haies, les arbres au milieu des vignes et des productions, essayer de garder tout ça. Et bien sûr, une utilisation raisonnée des produits phyto, des produits phytosanitaires. Et un point aussi d'honneur à surveiller la gestion de l'eau dans les exploitations, ce qui est très important parce qu'en fait, on utilise plus d'eau que de litres de vin produit. Je ne sais pas si vous le saviez, c'est un des gros problèmes de la viticulture. Donc voilà, tous ces labels-là, vous allez pouvoir les retrouver sur les étiquettes. Il faut savoir ce qu'il y a derrière et après se faire sa propre idée en fonction de ses sensibilités. Alors, du coup, une petite question. Hop. Il faut être certifié bio pour l'être en biodynamie, être certifié biodynamie pour l'être en bio, ou c'est complètement décorrélé. J'en profite pour regarder un petit peu vos questions. Alors, je vois que Anaïs demandait quelques noms de domaines biodynamique et raisonné. Donc, effectivement, hein, on a fait le choix chez QV Privé de garder les 3 possibilités parce que c'est 3 façons de travailler différentes et notre travail aussi, c'est de vous les présenter, de vous expliquer les différences entre les pratiques. Donc, on a effectivement des raisonnés, des bio et des biodynamiques dans le catalogue que vous allez pouvoir retrouver. Alors, cette question, est-ce qu'elle était aussi facile? Ah, un peu moins facile. Eh bien non, il y a vraiment, c'est vraiment corrélé, il y a vraiment un rapport entre les deux. En fait, pour être biodynamie, donc pour être Déméter ou biodivin, le prérequis, c'est d'être déjà biologique. Voilà. Ensuite, un nouveau grand thème, ce sont les médailles que vous allez retrouver sur énormément de bouteilles, dans énormément de boutiques, avec des concours que vous ne connaissez pas forcément, etc. Donc, comment s'y retrouver? Il n'y a pas de solution miracle, hein, il faudrait faire une étude détaillée, mais déjà se dire qu'il y a 130 concours qui distribuent chaque année plus de 50 000 médailles. La plupart du temps, pratiquement 100% d'ailleurs, la participation des vignerons, elle est payante. Donc, non seulement ils doivent envoyer leur vin, mais ils doivent aussi payer pour que leur vin participe à la dégustation. En moyenne, un participant sur 3 est primé. Donc, on commence à voir que ça bloque un petit peu. Et un vin primé, ça représente 15 à 20% de ventes supplémentaires en moyenne. Donc, les médailles, c'est difficile de se prononcer. En tout cas, nous, il y a 2 concours qu'on regarde particulièrement. En fait, il faut regarder ceux qui ont le plus grand nombre de participants, hein, parce que finalement, c'est quand on fait face à plus d'adversité que la victoire est plus belle. Et donc, je vous ai noté plus particulièrement le concours général agricole, qui en fait est une médaille pour le coup attribuée par le ministère de l'Agriculture et qui se donne à l'occasion du Salon de l'agriculture à Paris. C'est un concours très intéressant et moi personnellement, alors là c'est vraiment un avis que je vous donne, c'est le concours que je regarde le plus. Pourquoi? Parce qu'il est organisé déjà dans les régions par les chambres d'agriculture, donc il y a des présélections régionales et après les présélectionnés vont, lors du salon de l'agriculture, pouvoir être à nouveau dégustés et peut-être médaillés. Donc il y a vraiment toute une organisation territoriale, etc. Et un maillage qui fait que je trouve que c'est un concours très sérieux. Et le concours des vignerons indépendants a aussi énormément de participants et donc du coup suscite aussi une grande reconnaissance. Je m'arrête là parce qu'on pourrait en citer plein. Après, il y a aussi tous les guides, Hachette, Goemio, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut bien se renseigner avant d'en choisir un et de lui faire confiance parce que la qualité des jurys n'est pas forcément égale et que parfois on paye un petit peu la médaille. Donc voilà pour les concours.
Alors, on commençait à en parler tout à l'heure avec les formes d'étiquettes. Il faut quand même noter qu'au-delà des mentions obligatoires, des appellations qu'on retrouve des millésimes, etc., il y a des petites différences dans la forme, dans le design des étiquettes en fonction des régions. Donc, voilà, des grands exemples, hein, même si ce n'est pas tout à fait une généralité. Par exemple, en Bourgogne, on va avoir la mise en avant de l'appellation, qui est la plupart du temps un nom de commune. Donc ici, c'est Saint-Romain, de la parcelle, ce qui est assez exceptionnel, hein, que vous allez retrouver très peu souvent dans d'autres régions, et du domaine, mais en plus petit et en dernier. Donc, vous voyez un petit peu la hiérarchie des informations. À Bordeaux, avec le château d'Héran qu'on retrouve, on avait vu Charles en vidéo il y a quelques semaines, eh bien, on a le nom du château avec très souvent la gravure du château également, l'appellation, et on retrouve la notion de mise en bouteille qui est extrêmement courante à Bordeaux, puisque c'est une des régions où vous allez trouver le plus de négociants. Donc forcément, on va dire aux consommateurs, oui, mais moi, attention, c'est mise en bouteille au château, puisqu'on va trouver des vins qui ne le sont pas. Et je vous ai mis aussi un petit exemple d'Alsace, où là, contrairement aux deux précédents, hein, on n'avait pas de mention de cépage. Et en Alsace, on va mettre en avant le cépage parce qu'en fait, la star en Alsace, c'est loin d'être le domaine, c'est plutôt le Gewürztraminer, le Riesling, le Muscat, et j'en passe. Donc, vous voyez des noms de domaines extrêmement petits, voire presque inexistants. On a toujours Alsace en grand, et on a le cépage très important. Donc, ce qu'il faut un peu voir, c'est que dans les deux exemples précédents, on n'avait pas du tout de mention de cépage sur l'étiquette. Il faut savoir, si je reviens un peu en arrière, que ça, c'est une étiquette unique sur la bouteille du vin de Saint-Romain du Barolais-Pernod. Donc, vous n'allez pas avoir de contre-étiquette. Il y a toutes les mentions légales présentes. Et donc, ce vin, il est vendu, c'est un très bon vin, c'est un vin bourguignon, un vin blanc. Il est vendu sans mention de cépage. Parce qu'en France, il y a énormément de choses qui sont sous-entendues sur les étiquettes. En fait, on va partir du principe que vous savez qu'un vin blanc de Bourgogne est un chardonnay, qu'un chablis est un chardonnay, que vous allez retrouver du pinot noir dans les vins rouges. C'est parfois extrêmement déroutant pour les consommateurs, et notamment les consommateurs étrangers. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne en France. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je n'étais pas très surprise que votre premier réflexe, ce soit l'appellation, qui est l'information la plus importante sur nos étiquettes. Alors qu'à l'étranger, ce n'est pas toujours le cas. Je vous ai mis un exemple dont je vous avais déjà parlé. Donc, en Europe, notamment en Espagne, on a l'appellation quand elle est connue, mais on a aussi des mentions d'élevage qu'on ne retrouve pas en France. C'est très rare d'avoir des notions d'élevé en barrique, etc. En France, alors que c'est quasiment obligatoire sur les vins espagnols de certaines régions. Pareil pour l'Italie, avec les notions de riserva, qui sont des notions d'élevage. Et alors, aux États-Unis, on va avoir un grand retour du cépage, en fait, sur tout le continent américain, hein, aussi en Amérique du Sud. Vous allez le retrouver beaucoup aussi en Australie et en Afrique du Sud. Vous allez avoir le cépage prédominant. Et pourtant, là, la marque, le domaine, Robert Mondavi, c'est un des domaines les plus connus des États-Unis qui se trouve en Californie, mais le cépage est écrit pratiquement aussi grand. Donc voilà un petit peu les grandes différences. Alors, on va passer à une petite mise en situation. Donc, vous me disiez que mes questions étaient un petit peu trop difficiles tout à l'heure. Donc là, je vous en ai préparé une plus difficile. Donc, je vous mets sur le sondage 20 allégations sur ces étiquettes. En fait, c'est une seule et même bouteille. Hein. Donc, c'est l'étiquette et la contre-étiquette, ou la contre-étiquette et l'étiquette, comme vous voulez. Et je vous fais 20 propositions. Il faut cocher celles qui sont véridiques. Alors, j'ai publié le sondage. Je vais vous lire toutes les propositions et il va falloir voter. Donc, le domaine s'appelle Marie-Louise. Est-ce vrai ou faux? C'est un vin de vigneron indépendant. Est-ce vrai ou faux? C'est un vin de coopérative.
C'est un monocépage, un assemblage. Alors, je vois pas du tout de vote. J'espère que vous voyez le sondage. Ou est-ce que vous réfléchissez à toutes les propositions avant de répondre? Alors, il y a plusieurs propositions bonnes, hein. Il faut vraiment se demander à chaque fois si c'est vrai. Donc, je reprends. C'est un monocépage, donc un vin issu d'un seul cépage. C'est un assemblage de plusieurs cépages, ce que vous voyez cet indice sur l'étiquette. Est-ce que le cépage principal de ce vin est le cépage Gravenne? Est-ce que selon vous, d'après ce que vous voyez, il a été embouteillé au domaine? Ou est-ce qu'il a été embouteillé dans sa zone de production? Est-ce que l'embouteilleur est différent du producteur? Alors, peut-être qu'il y a des choses un peu trop petites, hein, Ah, on ne peut cocher qu'une seule réponse. Ah, mince. Ah, bah, c'était une information que j'avais pas. Bah, alors, on va la faire hors sondage. D'accord, d'accord. Ah, c'est corrigé. Morgane, qui est très rapide avec nos outils, a corrigé. Et je crois que maintenant, vous pouvez cocher plusieurs choses. Alors, dites-moi si c'est le cas. Impeccable. Bon, alors, c'est pas très grave. On va les reprendre ensemble. Du coup, je vous demandais, est-ce que vous voyez des notions de monocépage ou d'assemblage? Est-ce que vous avez peut-être la notion de quel est le cépage principal? Est-ce que c'est Gravenne? Après, on a effectivement la question de où et par qui il a été embouteillé. Il faut aussi trouver l'appellation. Je vous posais la question de est-ce que l'appellation serait Suze-la-Rousse? Est-ce que l'appellation c'est Côtes-du-Rhône? Est-ce que c'est les deux? Je vous posais aussi la question concernant les labels environnementaux de ce vin. Donc, est-ce que c'est un vin bio, un vin biodynamique, un vin nature? Une question aussi dont on n'a pas beaucoup parlé dans la présentation. Est-ce que c'est une bouteille, un magnum? Je ne vous ai pas mis la demi-bouteille, mais ça pourrait l'être aussi. Est-ce que ce vin est exportable tel quel aux USA? Est-ce que c'est, selon vous, une étiquette de vin blanc ou de vin rouge? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Et enfin, est-ce que c'est un vin AOP ou IGP? Alors, je ne sais pas si vous avez eu assez de temps. Je vous propose de répondre ensemble aux différentes questions. Donc, je vous ai fait une petite slide de réponse, comme ça, pour ceux qui n'auront pas pu participer au sondage pour des raisons techniques, vous aurez tout sous les yeux. Donc, on reprend. Le domaine ne s'appelle pas Marie-Louise. Marie-Louise, c'est le nom de la cuvée, qui est d'ailleurs le nom de la grand-mère des vignerons qui ont créé cette cuvée pour elle. C'est un vin de vignerons indépendants, effectivement, puisque sur l'étiquette noire, vous avez le logo des vignerons indépendants bien présent. Donc, ce n'est pas un vin de coopérative, puisque c'est exclu par le vigneron indépendant. Ce n'est pas un monocépage, c'est un vin qui est un assemblage de plusieurs cépages qui sont cités sur l'étiquette noire. C'est donc pas du tout un vin issu d'un cépage qui serait le Gravenne, puisque Gravenne, c'est le nom du domaine et ce n'est pas un cépage. C'est un vin qui est embouteillé au domaine, mais du coup, il est aussi embouteillé dans sa zone de production. C'était peut-être le seul piège de mes questions. L'appellation, ce n'est pas Suze-la-Rousse. Suze-la-Rousse, c'est la commune où se situe le domaine, mais l'appellation, c'est Côtes-du-Rhône, qui est une appellation plus grande. C'est un vin bio, qui n'est pas biodynamique ni nature. C'est une bouteille. Alors ça, on peut le voir grâce aux 750 millilitres qui sont sur l'étiquette noire. Ce vin n'est pas exportable aux États-Unis parce qu'il a le logo femme enceinte et que tel quel, il ne serait pas possible de l'exporter. Donc, il faudrait lui faire une étiquette différente exprès pour son voyage. C'est un vin rouge. Alors, c'est pas forcément écrit, mais c'est un des exemples de ce qu'on sous-entend en France au lieu de le montrer. Mais grâce au Mourvèdre, au Syrah et au Grenache,
Vous l'avez peut-être deviné, parce que c'est très difficile. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de faire un vin blanc avec ces cépages-là. Enfin, c'est un vin AOP, pas IGP ni vin de France, puisque les Côtes-du-Rhône, c'est une appellation d'origine protégée, comme c'est inscrit sur l'étiquette. Alors après, sur l'étiquette suivante, une petite mention inhabituelle s'est glissée. Eh bien, c'est la cuvée privée d'Estelle et Cyril, parce que bien sûr, on a une histoire d'amour chez Cuvée Privée avec les étiquettes, puisqu'on les personnalise pour vous. Un petit mot pour finir, c'est que vous avez maintenant les clés pour décrypter les étiquettes. Donc, vous pouvez devenir œnographile si vous voulez. Donc, œnographile, c'est le collectionneur d'étiquettes de vin, qui est une collection très intéressante. Mais surtout, veillez à ne pas vous transformer en buveur d'étiquettes. Un buveur d'étiquettes, c'est une expression pour désigner quelqu'un qui va faire plus attention à l'étiquette qu'au contenant de la bouteille et qui va donc forcément trouver un vin avec une étiquette très prestigieuse, très bon, et dénigrer les autres. Alors que finalement, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de la bouteille qui compte. Voilà, donc je vais répondre à vos questions. Alors, une question d'Olivier qui nous demande s'il y a des mentions à éviter absolument sur les étiquettes. Ouais, il y a des mentions à éviter. Déjà, c'est toute mention de date où ce n'est pas la date du millésime. Donc, c'est assez délicat de faire figurer une année sans vraiment préciser de façon claire que ce n'est pas l'année du millésime, donc du coup de l'année de récolte. Donc ça, c'est une des mentions qui est très difficile. La notion de date, elle est particulière sur les étiquettes de vin. Après, est-ce qu'il y a d'autres mentions à éviter? Ben, tout simplement, comme tout produit de consommation, les mentions mensongères. Dans l'histoire du vin, on a eu beaucoup de ce vin guéri de tous les maux, etc. Donc, beaucoup de notions un peu médicales qui sont très chaotiques. Alors, on a une question de Gaëtan sur les récompenses des vins et qui nous demande, par exemple, ce qu'on pense de l'indice Parker, donc des notes que Parker, qui est un grand dégustateur américain, donne aux vins. C'est une façon de comparer les vins comme une autre. Après, par rapport à ce qu'on disait sur les concours, écouter, enfin, prendre en compte les notes de Parker, c'est finalement prendre en compte l'avis d'une seule personne et d'un seul palais, ce qui est finalement le plus dérangeant parce que je pense que c'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui a dégusté énormément de vin et qui a développé vraiment une grande capacité à reconnaître les grands crus. Mais malheureusement, si vous n'avez pas, vous, le goût de Monsieur Parker, c'est-à-dire souvent des choses assez boisées et assez puissantes, vous allez tomber sur un os en achetant une bouteille notée à plus de 90 points, très chère, mais que vous n'allez pas apprécier à 100%. Donc voilà, c'est en fait là que la limite de ce système se trouve. Voilà pour ça. Est-ce que j'avais d'autres petites questions? Oui. La question, bien sûr, classique du thème à aborder pour la semaine prochaine, que je vous publie tout de suite. J'en profite comme on parle d'un prochain webinaire pour vous dire que le confinement prenant bientôt fin, on va bien sûr faire le webinaire hebdomadaire jeudi prochain à 18h. Et par la suite, on va le faire de façon mensuelle. On est encore en train de réfléchir à la forme que tout ça va prendre. J'espère qu'on pourra vous y retrouver nombreux. Et que ça sera peut-être encore plus événementialisé comme ça sera tous les mois. Mais en tout cas, on vous tiendra au courant le plus rapidement possible pour tout ça. Et si vous avez des retours sur les horaires à privilégier, l'organisation, etc., ça sera avec grand plaisir d'avoir vos retours. Voilà. Alors, je vois qu'on se bat dans le sondage pour le thème du prochain webinaire. Ah, c'est très serré, je vous laisse voter.
Alors, je vais prendre juste les dernières questions, puis après je vous laisserai déguster les bouteilles qui sont devant vous certainement. Alors, préciser la différence, s'il y en a une, entre cru et château. Alors oui, tout à fait, il y a une différence entre cru et château. Donc, château, c'est un mot déjà historiquement plutôt bordelais, même si comme, il a commencé à être utilisé partout. C'est des mots assez proches dans le sens où ils sont protégés de la même manière par la loi. Il faut qu'il y ait une autonomie culturelle, donc un lieu de production déterminé pour les utiliser. Et finalement, je dirais que c'est dans la tradition de l'utilisation qui sont différents, parce que vous allez en trouver un plutôt à Bordeaux et un autre plutôt dans des appellations comme les appellations bourguignonnes, et même en Champagne, on va les utiliser beaucoup. Donc, un cru dans l'imaginaire, c'est plutôt une zone viticole, un vignoble, alors qu'un château, il y a vraiment le bâtiment et la structure avec. C'est la différence principale, mais selon la loi, ils sont protégés de la même manière. C'est la même précision. Voilà. Alors, j'espère que ce webinaire vous a plu. N'hésitez pas effectivement à suivre nos aventures sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et Facebook, où on continue à produire des petites choses, des petites vidéos régulièrement. Je vais vous dire à la semaine prochaine. Vous souhaitez une très bonne soirée, une bonne dégustation alors. Voilà. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. À très bientôt. Bon week-end à vous aussi. Au revoir.